À chaque fois que nous parlons de l'Algérie et du Maroc, nous avons été forcés ces dernières années de parler uniquement de la division, de l'animosité, de la rivalité, de l'adversité, des attaques des uns, des ripostes des autres, des complots des uns, des explications et des réactions excessives des autres. On a toujours parlé que du conflit algéro-marocain. On a toujours parlé que tout ce qui divise les Algériens, des Marocains, ou tout ce qui divise entre les deux pays. Mais nous n'avons jamais assez parlé, pratiquement nous n'avons jamais parlé, ni nous, des autres plateaux d'ailleurs, n'ont parlé de ce qui unit les Algériens et les Marocains, cette histoire commune et notamment ce combat commun contre la colonisation et cette histoire très peu enseignée et entièrement méconnue, je dirais presque entièrement méconnue, malgré les travaux de beaucoup d'historiens brillants mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment lus ou diffusés ou bien édités dans les deux pays respectifs, l'Algérie et le Maroc. Les deux pays étaient unis de façon exceptionnelle durant plusieurs séquences de l'histoire lorsque le Maghreb était en proie aux attaques, aux assauts de la colonisation française, de la colonisation espagnole. Pour parler de ce sujet, j'ai invité un réalisateur marocain qui vient de réaliser un film documentaire dont le titre est à lui seul un message d'espoir et une vérité longtemps dissimulée et cachée. Quand l'indépendance de l'Algérie était une cause marocaine, ou l'indépendance de l'Algérie est une cause marocaine. C'est M. Hassan El-Bouharouti. M. Hassan, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois 10 sur 10. C'est un plaisir en fait de pouvoir débattre avec toi, Si Abdou, à partir de ce sujet. Mais effectivement, on a toujours parlé de ce qui nous divise, mais on n'a jamais parlé de ce qui nous unit. Il nous a unifiés et unis depuis, je dirais, depuis les 1800 dans les années, je dirais depuis que le Maghreb a été déchiqueté et colonisé et divisé. Oui, c'est effectivement. Donc, mon objectif, c'est justement de faire montrer cette période de l'histoire et d'en parler. Voilà. Et je suis convaincu que, mon film, c'est un message de paix, de tolérance. Voilà, le Maroc et l'Algérie, deux pays frères, deux pays. Pour moi, il n'y a pas de pays, c'est un seul peuple. Hein, donc, c'est ça. Je suis convaincu de ce que je dis. Hein. Je signe bien un seul peuple qui a été divisé par le colonialisme. Voilà. On est unis par la géographie, par l'histoire, par le sang. Hassan. Alors, voilà. Justement, on va se tutoyer comme j'essaie de faire avec nos invités pour établir une certaine, pour détendre le climat, une certaine joie de vivre, un certain enthousiasme, parce que nous parlons souvent malheureusement de thématiques très, très lourdes et très sinistres lorsque deux pays voisins, frères qui ont une histoire commune, une religion commune, des origines ethniques communes et une géographie commune et qui s'entretuent, s'entredéchirent comme ça depuis des décennies, c'est comme un sujet sinistre. Alors moi j'ai commencé à voir ton film documentaire, Indépendance de l'Algérie, une cause marocaine. Il a été présenté, je crois, tout récemment à un festival national marocain établi à Tanger. Est-ce que tu peux d'abord tu es réalisateur et journaliste, c'est pas la première fois que tu fais des films, comment tu as eu l'idée maintenant? Est-ce que tu as choisi le contexte pour rappeler cette histoire qui unit les deux pays? C'est un choix délibéré de le faire maintenant au moment où les deux pays sont au bord d'une guerre diplomatique, psychologique, une guerre froide, une guerre d'information, de désinformation, avec la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays depuis août 2021. Les deux pays ne se sont jamais aussi malheureusement bien tourné le dos que maintenant. Est-ce que le choix de ce contexte est délibéré de ta part? Je peux dire oui, parce que je dirais ce qui se passe actuellement, c'était peut-être un catalyseur qui m'a permis en fait d'aller. En fait, l'idée de réaliser ce documentaire vient après la réalisation d'un autre documentaire en 2022 sur le Maroc et les mouvements de libération en Afrique. Donc ça, il faut qu'on sache, que les gens sachent que le Maroc a accueilli sur son territoire des mouvements de libération, beaucoup de mouvements de libération africaine, notamment dans la région de l'Est et aussi partout au Maroc, l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique et l'ANC, et paradoxalement, non, je dirais, et aussi les résistants algériens. Et quand j'ai commencé à réaliser ce documentaire,
je commençais à m'intéresser à ce que s'est passé avec l'Algérie. Et je voulais pas justement mettre 1 minute ou 2 minutes de ce qui s'est passé avec l'Algérie, parce que l'Algérie c'était un cas spécifique par rapport au Maroc. C'était pas seulement accueillir les Algériens, les résistants algériens, mais c'était plutôt une cause marocaine. Donc c'était vraiment libérer, faire de ça une cause, voilà. Donc c'est ça qui m'a poussé en fait. Je dis, il faut que je fasse un documentaire spécialement sur comment le Maroc a soutenu et comment les Algériens aussi ont soutenu le Maroc lors de l'exil de Mohamed V. Voilà. Donc il y avait une symbiose, une cohésion, une unification. Il faut qu'on sache aussi qu'il y avait une armée de libération maghrébine, hein, donc qui a été dirigée par Abdelkrim El-Khattabi. Il y avait des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Donc comment ils se sont unis face au colonialisme. Et cette partie de l'histoire que je voulais montrer aux générations montantes et à ceux qui prennent la division et la haine dans ce sens. Donc c'est ça en fait. Donc mon message est un message de paix et voilà, dire voilà pourquoi on l'a fait dans les années 50 et pourquoi on ne peut pas le faire maintenant. Voilà, on a tout à gagner en fait en s'unifiant qu'en se divisant quoi. Mais justement, Hassan, je vais te poser la question à qui profite le crime, voilà. Voilà, on reviendra sur le contexte d'aujourd'hui. On va essayer de comparer le passé avec le présent. Mais ton film commence bien, parce que quand on parle de la lutte pour l'indépendance, on réduit cette lutte pour l'indépendance aux années 60, aux années 50. Or, ton film fait bien de commencer par depuis la colonisation française en Algérie, depuis 1930 et la révolte de l'Émir Abdelkader. Et comment le Maroc, voilà. Le film, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il commence par ça. Comment le Maroc a été défait militairement, a été menacé par la France, la France l'a obligé à cesser de soutenir l'Émir Abdelkader. À l'époque, il y avait une véritable unité entre les Algériens, entre l'Émir Abdelkader, la révolte algérienne symbolisée par l'Émir Abdelkader, et le royaume du Maroc. Cet épisode-là, il est rarement enseigné. Pourquoi, selon toi? Alors que c'était vraiment une unité, on le voyait. L'Émir Abdelkader s'appuyait sur le Maroc. Je pense qu'il y avait même des Marocains et des Algériens qui ont combattu ensemble pour l'Émir Abdelkader. Absolument. L'Émir Abdelkader a été accueilli sur le territoire marocain et la France a imposé une guerre au Maroc lorsqu'on appelle la bataille d'Isli, où le Maroc a été défi, mais c'est-à-dire non seulement défi, mais il s'est effondré face à la puissance militaire française. Et malgré tout, on lui a imposé les conditions. Voilà. Et malgré tout ça, le Maroc n'avait pas cessé de le soutenir, et soit militairement. Et à l'époque, le parti militaire, c'était la cavalerie, les chevaux. Donc, mais le Maroc n'a, parce que le Maroc c'était aussi à l'époque, on parle des monarchies, on parle du sultan Moulay Abdelrahman, qui était un sultan pieux et qui ne voulait absolument pas qu'il y ait à sa frontière entre guillemets ce qu'on appelle les demi-crayons, yani le kofar. Donc, il voulait absolument qu'il y ait de soutenir, en fait, c'était un devoir pour lui en tant que musulman de soutenir l'émir Abdelkader. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'épisode de l'émir Abdelkader, Hassan? Est-ce que les révoltes qui ont suivi l'époque de l'émir Abdelkader, est-ce qu'il y a eu une continuité de ce soutien, ou est-ce que le Maroc, défait par la France, a préféré prendre ses distances et dire voilà, je peux pas lutter, que les Algériens se débrouillent tout seuls? Donc voilà, j'essaie de simplifier, de schématiser un peu. C'est-à-dire qu'on dit toujours que celui qui gagne la guerre qui impose sa loi. Donc le Maroc, il a été défié, il a été vaincu, donc on lui a imposé des conditions, cesser de soutenir l'émir Abdelkader, que les Français considéraient comme un rebelle. Et donc le Maroc n'avait d'autre choix que d'accepter certaines conditions. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Donc le Maroc, contrairement à ce que disent certains
certaines langues, le Maroc n'a pas لم يخن عبد الكريم الأمير عبد القادر في الجزائر. Au contraire, il a toujours soutenu et je dirais même par après, on raconte aussi que l'émir Abdelkader par après s'est réfugié dans la partie est du Maroc avant d'être capturé par les Français. Ça, c'est ce qui se dit. Hein. Voilà. Hassan, il y a aussi, maintenant, après il y a eu la guerre d'indépendance, la fameuse guerre d'indépendance de l'Algérie, 1954-1962. Est-ce que l'installation des moudjahidines algériens sur le sol marocain, est-ce qu'elle a été acceptée rapidement? Beaucoup d'Algériens et d'Algériens, par exemple, ils oublient que les services secrets algériens, l'ancêtre des services secrets algériens, le MALG, le ministère armé des liaisons, etc., le MALG, l'ancêtre le MALG, est né à Oujda. Il est né sur le territoire marocain. La naissance du MALG a été d'abord, a eu lieu à Nador, à Nador, la région de Selouane. Hein. Et après, s'est installé au Maroc. Mais le Maroc s'est complètement impliqué dans le soutien aux résistants algériens. Je rappelle que la région d'Oujda, c'était la 5e wilaya, où il y a eu le QG de l'armée de libération nationale et des résistants algériens. Mohamed El-Khamis, il s'est complètement impliqué, la monarchie marocaine s'est impliquée à soutenir la résistance algérienne. Donc, il y avait aussi beaucoup de Marocains, du RIF notamment, qui se sont portés volontaires pour la résistance algérienne. Donc, voilà, Boumdil, par exemple, a eu son QG, la région de Nador, et puis à la région de Oujda, et puis Bendella, et Bodiaf, voilà. Donc, tous ont eu et à l'époque, l'armée de libération nationale marocaine, qui est la force armée royale, ont porté un soutien considérable. Par exemple, on peut citer qu'il y a eu une fabrique d'armes à Casablanca destinée aux résistants algériens. Il y avait une fabrique d'armes. Il y a eu aussi des camps d'entraînement un peu partout dans le royaume, même à Tanger. Il y avait à Kénitra, à Casablanca, il y avait partout des camps d'entraînement militaires destinés aux Algériens. À un certain moment, on commençait à se poser des questions. La monarchie marocaine, mais malgré tout, ils étaient certains qu'on ne peut aller de l'avant que par une Algérie libre et indépendante. Voilà, c'est ça ce que les gens oublient. Pour nous, pour la monarchie marocaine, soutenir les mouvements de résistance, la révolution, c'est un devoir. Non seulement un devoir, mais c'est un devoir national. C'est ça. Voilà, c'était un devoir. Je m'excuse, Hassan, de t'interrompre. Alors, il y a certains esprits tordus, qui aiment les polémiques, etc. Ils disent que non. Ils disent que Mohamed V n'a pas soutenu la résistance algérienne gratuitement, qu'il espérait, qu'il a instrumentalisé la résistance algérienne. Est-ce que c'était un soutien intéressé ou c'était un soutien sincère, vraiment, parce que c'est un peuple frère, c'est un peuple voisin, etc. Ou est-ce que c'était un soutien pour mettre la pression sur la France et accélérer l'indépendance du Maroc? Est-ce que vraiment c'est un soutien sincère? Non, il faut juste qu'on se rappelle une chose, que Mohamed Khamis, c'était un homme d'abord convaincu, croyant, convaincu du projet de l'Afrique, pas seulement de l'Algérie. C'était un Africain convaincu. Et puis, par rapport à l'Algérie, pour lui, c'est la libération inconditionnelle de l'Algérie par du joug colonial. D'ailleurs, les Français ont tout fait, des pressions sur Mohamed V pour
pour qu'il arrête le soutien et qu'il lui remette la partie est de, je dirais, Bachar, Tindouf et tout ça. Et Mohamed V a refusé en disant ça, ce sont des négociations qu'on allait avoir après l'indépendance de l'Algérie. C'est ça en fait. Donc pour moi, d'après une recherche, Mohamed V faisait ça parce que c'était un musulman, c'était un croyant, donc c'est un devoir du musulman face à un musulman qui est opprimé par le colonialisme et par la France. Donc je ne crois pas que Mohamed V voulait jouer dans ce jeu en disant voilà je vais le faire, mais je dois avoir quelque chose en contrepartie. Je ne crois pas. Enfin, c'est mon analyse personnelle. Hassan, la population marocaine, notamment de l'oriental, la population des régions frontalières, les Oujda, les Berkane, Nador, etc., elles avaient adhéré au soutien rapidement, au soutien à la révolution algérienne. Il n'y a pas eu des hésitations, il n'y a pas eu, on va subir les représailles de la France, etc. Les Moudjahidines, les Algériens, les résistants algériens étaient accueillis comme s'ils étaient chez eux. Il y avait vraiment une fraternité, un accueil fraternel et un soutien fraternel. Pas seulement un soutien fraternel, mais les Algériens qui étaient, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des réfugiés algériens au Maroc quand il y a eu la guerre. Hein. Il y a eu, par exemple, la ville c'est un quartier d'Oujda où il y avait plus d'Algériens que de Marocains. Mais il y a eu un journaliste américain qui voulait faire un reportage sur les réfugiés algériens au Maroc. Mais quand il est arrivé au Maroc, il a commencé à chercher, il croyait qu'il allait y avoir des tentes, UHCR, mais il voyait aucune trace de tente. Il s'est dit, mais où sont les Algériens? Il dit, mais les Algériens, ils sont chez les Marocains, ils sont accueillis à l'intérieur des maisons chez les Marocains. Donc, pour lui, et puis il y a eu dernièrement, quand je commençais à tourner mon film à Oujda, donc je suis parti dans une famille qui a accueilli des Algériens. Ils m'ont dit, mais le type, il me racontait que moi, c'est seulement quand j'ai grandi et seulement quand ils sont partis après l'indépendance, les Algériens, que j'ai découvert qu'ils sont des Algériens. Et pour lui, ce sont des Marocains. Donc, il n'y a pas celui-là c'est algérien, celui-là c'est marocain. Non, ils étaient complètement intégrés. Donc, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui travaillaient, donc il y avait des étudiants, donc ils sont vraiment insérés dans la société. Donc il n'y avait pas de différence. Voilà. Donc la population marocaine, elle était complète. Je me rappelle moi-même, ma mère, il me racontait que mon père qui a travaillé en Algérie à Maaskar avant de débarquer en Belgique, et il me racontait que il n'y avait pas de différence entre celui-là c'est algérien, celui-là c'est marocain. Non, on est tous on ne va pas faire une différence, celui-là c'est un marocain, celui-là c'est un algérien. Non, tous les populations, tous des marocains, tous des algériens. Justement, le drame commence après l'indépendance. Ce qui est incroyable dans les relations entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'avant l'indépendance, on se soutenait, il y avait une solidarité, voilà, il y avait des résistants aussi marocains. Tu en as parlé pour les révoltes du Rif. Les Algériens ont soutenu aussi. C'est vrai ou pas? On ne parle pas assez de cet épisode-là. Est-ce qu'il y a des Algériens qui ont combattu durant les années 20 contre l'occupant espagnol pour libérer le Rif? En fait, il faut aussi qu'on sache qu'en 1927, à Paris, il y a eu la création d'une association, l'association des étudiants nord-africains, dirigée par des Algériens et des Marocains. Cette association avait pour but la libération, dont l'objectif c'est de défendre la libération du Grand Maghreb. Et c'est ça, donc ça a commencé déjà en 1927 à s'unifier, à s'unir face au colonialisme français. C'est une association, c'est l'Association nationale des étudiants nord-africains, qui était dirigée dans un premier temps, je crois, par Msali El Haj, mais par après, par un Marocain
et puis par rapport à des Algériens. Donc, l'objectif au début, c'était un objectif commun face au colonialisme français. Il faut absolument qu'on s'unifie et qu'on s'unisse. Et ça, ce qui s'est passé. Bon, maintenant, mon film s'arrête à la libération, à l'indépendance de l'Algérie. Alors justement, Hassan. Alors voilà. Mais bon, il y a des choses qui sont pas voilà. Est-ce que c'est un choix? Oui, justement. C'est un choix. Hassan s'arrêter à l'indépendance. Oui, donc mon film s'arrête à l'indépendance de l'Algérie. Donc quand on a commencé à célébrer à l'intérieur du Maroc comme en Algérie, la libération, et on voit d'ailleurs les camions qui partaient du Maroc pour aller rentrer en Algérie, c'est des archives françaises. Moi, ce qui s'est passé par après ne m'intéressait pas dans mon film, parce que je laisse le téléspectateur se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé après? La guerre de 63, l'expulsion des 350 000 Marocains, l'histoire de la Marche verte, l'histoire du Sahara. Et puis, je laisse le téléspectateur sur sa fin. Question sincère. Voilà. Une question sincère. Et j'espère, je suis sûr que tu vas me répondre sincèrement. Hein. Mais juste, on va aborder ce qui s'est passé après, en espérant que peut-être ça peut faire l'objet d'un autre documentaire, par exemple. Mais quel est le regard qu'un réalisateur comme toi porte sur les événements d'après l'indépendance? Est-ce que, par exemple, après tes recherches, j'imagine ça t'a pris beaucoup de temps, c'est un documentaire comme celui-là, il t'a pris 2 ans, je crois, c'est 2 ans, 3 ans de travail quand même. Ça fait 2 ans. Voilà. 2 ans. Au bout de 2 ans de travaux, etc., est-ce que tu te dis pas que, voilà, juste après l'indépendance, cette maudite guerre des sables, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine du malheur entre les deux pays? Est-ce que cette guerre des sables n'aurait jamais dû avoir? Honnêtement, est-ce que Hassan II n'a pas commis une erreur en lançant cette guerre des sables qui a été contre-productive? Mis à part créer les dissensions, on n'a pas. Abdou, je vais juste te dire quelque chose. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et qui se disent sur la guerre des sables. J'ai lu beaucoup de choses sur la guerre des sables. Et la première des choses, c'est que d'après ce que j'ai lu dans des lettres et de correspondance françaises, la première attaque, c'était des Algériens qui attaquaient un camp d'entraînement, un camp militaire marocain. Et puis bon, le Maroc a répliqué. Mais ça c'est pas moi, ça m'intéresse pas de parler de qui a fait quoi, mais tout ça. Tout ce que je peux dire, cette guerre n'aurait dû pas avoir lieu. Maintenant, la guerre a eu lieu. S'est arrêté heureusement quelques jours plus tard. Maintenant, pourquoi on a commencé maintenant à se chamailler sur quelque chose qui s'est passé il y a 60 ans? Mais quand on voit ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, par rapport à celle de l'Union européenne, l'axe franco-allemand, c'est quelque chose d'extraordinaire sur le plan d'économie, ce sont de puissance militaire, de puissance économique et tout ça. Donc, pourquoi on n'arrive pas à surmonter tout ça pour affronter l'avenir? On doit toujours revenir sur, parce que c'est toi qui as fait, c'est toi qui m'as frappé, c'est toi qui m'as insulté, c'est toi qui as fait. Hassan, je disais que la comparaison avec l'Algérie et le Maroc avec la France et l'Allemagne est pertinente, mais elle est incroyable. C'est que finalement, oui, c'est vrai que cette guerre des sables a traumatisé les Algériens. Elle a peut-être aussi traumatisé certainement les Marocains. Enfin, cet épisode, chacun, il le raconte à sa façon. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de travail objectif là-dessus. Mais malgré tout, il n'y a pas eu des milliers de morts dans la guerre des sables. Il n'y a pas eu des milliers de morts. Entre la France et l'Allemagne, il y a eu 2 guerres mondiales. Des millions de morts, ils se sont réconciliés. Alors, qu'est-ce qui a empêché la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc? C'est la question du Sahara occidental? Parce que vraiment, la question du Sahara occidental a été l'obstacle majeur. Je crois que la question du Sahara, ça a alimenté aussi je dirais ce problème qui n'aurait dû pas eu lieu. Voilà. À quoi sert de se tenir je vais dire, je parle de moi-même. Moi, je suis un Maghrébin convaincu. Moi, mon militantisme, je milite pour qu'il n'y ait plus de frontières entre le Maroc et l'Algérie, et je veux pas qu'on construise d'autres frontières. Donc, dans un Maghreb qui est déjà divisé, quoi. Est-ce que
est-ce que créer un pays au sein du Sahara est utile non, je crois pas. Je dirais maintenant, je milite que pour qu'il n'y ait, pourquoi ne pas s'unir, pourquoi ne pas s'unir pour qu'il n'y ait plus de frontières, pour qu'il y ait une carte d'identité commune, pour que, moi je rêve, par exemple, un jour je me réveille dans ma région de l'Est, en Nador, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais prendre mes enfants et aller passer quelques jours dans le sud algérien, faire du 4x4 ou aller passer un week-end avec des amis dans le sud algérien et vice versa. Donc je rêve que des Algériens je dirais des frontaliers puissent venir aussi faire du business et puissent faire du tourisme à l'intérieur du Maroc. Pourquoi? Je dirais les frontières sont fermées, les gens ne communiquent plus entre eux. C'est malheureux. Moi, je suis parti il y a au mois de juillet faire un peu la partie à Oujda pour tourner quelques images. Je suis arrivé à Saïdia. On voyait le drapeau algérien et le drapeau marocain, juste une petite rivière qui sépare les deux frontières. Et j'ai vu une scène malheureuse qui m'a fait mal au cœur. Un jeune Algérien installé au Maroc depuis quelques années qui a créé une société de location de voitures à Oujda pour communiquer avec sa maman. Donc il est arrivé à Oujda avec WhatsApp. Maintenant, bon, il y a la connexion Internet et tout ça. Donc avec WhatsApp, il commence à montrer sa maman, à parler en haut-parleur avec sa maman. Je dis, mais il est autant, mais il me dit, il est là, en train de gérer, c'est malheureux. Il m'a dit, c'est malheureux, voilà, maman, il est là, et je peux même pas aller la saluer, lui embrasser la main et embrasser la tête. Il a commencé à pleurer, parce que ça fait quelques, maintenant pour qu'il puisse aller voir sa maman qui est à Tlemcen, il doit aller jusqu'à Casa, et Casa prendre un avion jusqu'à Tunis, et Tunis peut seulement prendre un avion jusqu'à Alger, quoi, je dirais. C'est tragique, Hassan. Hassan, est-ce qu'il y a eu un contact entre des cinéastes comme toi au Maroc et des cinéastes en Algérie? Est-ce qu'il y a des synergies? Pourquoi l'élite marocaine et l'élite algérienne les deux îles n'ont pas su créer des synergies pour créer des œuvres communes et peut-être peser ou faire pression sur les politiques pour que ce problème algéro-marocain soit enfin résolu? Franchement, je ne crois pas, je ne sais pas, mais je suis pour qu'il y ait vraiment un contact et je dirais pas seulement un contact, qu'il y ait des projets communs pour faire des films, des documentaires, créer des scènes je dirais pour parler positivement de notre histoire. Moi, je suis partisan de cette initiative. Mais jamais eu, concrètement, il n'y a jamais eu de collaboration, ni de rencontre, ni d'échange. Vous connaissez pas, c'est-à-dire entre vous, les cinéastes algériens ou les historiens algériens, les historiens marocains? Oui, mais on se connaît parfois, on se retrouve dans des festivals, que ce soit en Europe. Mais par exemple, ici à Oujda, je n'ai pas rencontré, ici à Tanger, je n'ai pas vu de cinéastes algériens, je n'ai pas vu de films algériens, et c'est malheureux. J'aurais aimé qu'il y ait un film algérien, j'aurais aimé qu'il y ait, alors qu'à l'époque, il y a 15-20 ans, dans les festivals, que ce soit en Europe, à Bruxelles ou à Paris, j'ai rencontré de grands cinéastes algériens qui ont produit des films extraordinaires. Il y a eu de grands acteurs algériens qui ont fait des films magnifiques. Mais malheureusement, dans les festivals, que ce soit au Maroc ou ailleurs, je les rends rarement que je sais pas pourquoi. Je pose des questions. Est-ce que c'est politique ou pourquoi pas? Alors qu'on devrait se rencontrer. Alors les intellectuels, les cinéastes, les médias, les journalistes doivent s'unifier, doivent se rencontrer, ils doivent créer des débats de ce genre pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'on a quand même une histoire commune, mais cette histoire, elle doit être révélée au grand jour. Hassan, quel est le regard que tu as aujourd'hui sur le futur proche des relations entre les deux pays? T'es optimiste? Est-ce que tu penses pas que les nouvelles générations
faute de pédagogie, faute d'éducation, à cause de la désinformation des réseaux sociaux, à cause de des appareils de propagande dans les deux pays. Est-ce que l'Algérie et le Maroc ne se sont plus que jamais éloignés? Ou est-ce que cet éloignement ne risque pas de durer, de provoquer des dégâts? Je ne crois pas que ça va provoquer des dégâts parce que bon, il y a quand même une sagesse des deux côtés. Hein. Donc, je dirais ni le Maroc ni l'Algérie, ni le Maroc ni l'Algérie doivent, doivent s'impliquer dans une initiative qui pourrait être néfaste pour les deux pays. Non, je ne crois pas. Hein. Mais je suis sûr et certain que dans quelques années, ça restera de l'histoire. Hein. Les deux peuples sont unis par l'histoire, par la géographie. Ni le Maroc va déménager, ni l'Algérie va déménager. Donc, on sera obligé de s'entendre, sinon on va crever ensemble. Voilà. Les médias maintenant, le temps, c'est à l'unification. On voit ce qui se passe en Europe. Pourquoi on ne prend pas l'exemple de ce qui se passe en Europe? Moi, pour voyager de Bruxelles à Paris, j'ai besoin de rien. Par exemple, moi, je suis venu de Bruxelles et de Bruxelles via Paris. Donc, tout ce que j'ai pris un TGV de Bruxelles. J'avais pas besoin, je suis arrivé à la dernière minute et j'ai pris un billet pour Paris et après j'ai pris mon avion pour Angers. Donc, sans complications, sans visa, sans passeport, sans rien. Et c'est ça que je veux. Je veux que mais ça va y arriver. Je suis sûr et certain que ça va y arriver tôt ou tard. Hein, tôt ou tard. Mais j'espère, Inch'Allah, vivre cette période de l'histoire, hein, parce que bon. On sera obligé, en fait. On sera obligé, sinon, c'est dommage. Parce que ce que ça coûte aujourd'hui. Une dernière question. Elle n'est pas provocante, hein. C'est pas pour de la provocation, mais c'est juste une question visuelle. Imagine que dans une salle de cinéma, ton film est projeté, et il y a Abdelmajid Tebboune qui arrive pour le voir, il y a le roi du Maroc, Mohamed VI, qui va venir pour le voir. Dans la même salle. Et à la fin, tu dois t'adresser à eux. Qu'est-ce que tu vas dire à Abdelmajid Tebboune et qu'est-ce que tu pourrais dire au roi du Maroc, Mohamed VI? Je veux dire, d'abord, je serais content qu'ils s'assoient ensemble. Et pour moi, c'est déjà un événement. Et dans le dire, je vais leur dire, continuez à communiquer ensemble. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire. Ça, je vais leur dire. C'est ce que je vais leur dire. Parce que ce qui manque pour le moment, c'est le débat, c'est les rencontres. Entre le Maroc et l'Algérie, fait du plan, hein, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan voilà. Donc, mais je suis sûr et certain que ça va y arriver un jour, tôt ou tard, Inch'Allah. Hassan El Bouharouti, merci beaucoup d'avoir participé à notre débat, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bon courage et bonne chance pour la promotion de ton film. Nous allons l'évoquer dans nos prochaines émissions, dans nos prochains débats. Merci beaucoup encore une fois pour ta participation et la prochaine projection, ce sera à Paris, Inch'Allah, en 2026. Je t'inviterai, Pierre Abdessamar, pour pouvoir en débattre à nouveau. Merci beaucoup. Et moi, j'espère de mon côté, peut-être pas en 2026, mais j'espère au moins d'ici 2027, je pourrai t'inviter à Alger, on pourra projeter ton film, on pourra tous se voir à Alger. C'est le combat que nous menons en tout cas. J'espère aussi. Voilà. C'est un pays qui est très riche, qui est très cher pour nous, surtout les gens de l'Est du Maroc, parce je sais de quoi je parle. Je sais aussi de quoi tu parles, mon cher Hassan, parce que je compte énormément d'amis, de compatriotes marocains qui viennent de l'Est du pays et qui sont aussi algériens que moi. Je les salue énormément. C'est pas la première ni la dernière thématique que nous allons aborder entre l'Algérie et le Maroc. Nous ferons de nos mieux, vraiment de notre mieux plutôt, pour vous mettre en avant. C'est que l'immense patrimoine, le réservoir de valeur infinie qui unit ces deux pays, mais qui sont malheureusement divisés et éloignés ou séparés par une crise politique qui a trop longtemps duré. Il est peut-être temps que les peuples se réveillent pour dire ça suffit, barakat.